Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis heureux de vous avoir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui nous allons continuer notre petite aventure concernant le rôle des différentes couches du modèle OSI. Alors, je vais apporter un petit complément à ce qui concerne la vidéo qui a été publiée hier concernant la couche réseau. Le plus que je vais apporter, c'est au niveau du routage. Alors, il existe deux grands types de routage. Il existe le routage statique et le routage dynamique. Le routage statique, c'est quoi? Le routage statique, c'est lorsque l'administrateur, lui, il remplit la table de routage du routeur de façon manuelle. D'accord? Ça veut dire l'administrateur prend son temps et il écrit dans chaque sous-section de la table de routage du routeur les adresses correspondantes et les ports correspondants. D'accord, on utilise beaucoup plus ce type de routage ici dans des très petits réseaux, parce que lorsque le réseau est déjà plus grand, il peut avoir des erreurs liées à la fatigue de l'administrateur et tout. C'est la raison pour laquelle pour des très grands réseaux, il est conseillé ou recommandé d'utiliser les protocoles de routage. Alors, supposons que nous avons ce petit réseau qui est constitué de trois sous-réseaux, bien évidemment le sous-réseau de la machine A, le sous-réseau de la machine C et le sous-réseau de la machine B. Alors, supposons que la machine A de son sous-réseau veut envoyer une donnée au niveau de la machine C. J'ai supposé que le sous-réseau de la machine A a pour adresse IP 192.168.1.8 et le sous-réseau de la machine C, lui, il a pour adresse 192.168.1.16. Alors, qu'est-ce que l'administrateur fait? L'administrateur va donc au niveau du routeur, lorsqu'il est connecté au routeur, d'accord, il va donc au niveau de sa table de routage et il inscrit cette ligne que vous voyez là, qui signifie quoi? Lorsque une donnée arrive au routeur provenant, d'accord, de l'adresse 192.168.1.8 et à destination du réseau ou du sous-réseau, vous savez, un sous-réseau c'est un réseau 192.168.1.16, alors cette donnée est envoyée vers son port Ethernet 1. Alors c'est à ça que servent ces lignes là au niveau de la table de routage d'un routeur. Alors, autre que le routage statique, il y a le routage dynamique. Donc là, le routage dynamique, ce sont les protocoles de routage entrés en jeu là maintenant. C'est beaucoup plus utilisé pour des très grands réseaux, vous voyez, pour éviter des erreurs. Maintenant, passons à la couche transport du modèle OSI, qui est dans le but de cette vidéo. La couche transport du modèle OSI gère les communications de bout en bout entre les processus. D'accord? Quand on parle de processus, on parle ici des applications et des programmes. Donc, la couche transport permet de faire communiquer directement deux applications ou deux programmes exécutés sur des machines quelconques du réseau. Alors, dans la couche transport, quand on parle de couche transport, ça veut dire qu'il y a transport, d'accord? Alors, deux principaux protocoles sont mis en jeu ici. Il y a le protocole TCP et le protocole UDP. Le protocole TCP qui signifie Transport Control Protocol. À ce niveau-ci, lorsque le protocole TCP est mis en jeu, les données transportées, ce sont des segments. D'accord, le PDU c'est un segment. Et lorsque c'est le protocole UDP, User Datagram Protocol, qui est mis en jeu, le PDU à ce niveau, d'accord, c'est un datagramme. Maintenant, la couche transport offre plusieurs services. Alors, les services offerts par la couche transport, nous avons la connexion, créer des connexions logiques entre les applications s'exécutant sur des réseaux distants, la fragmentation et le réassemblage des messages. Vous savez, lorsque les messages sont fragmentés pour faciliter le transport, il faudrait bien que ces messages puissent être réassemblés à destination, afin que lorsque le destinateur reçoit le message, qu'il ne reçoive pas des fragments de messages, mais qu'il reçoive plutôt le message complet. Alors, la couche transport permet aussi le multiplexage et le démultiplexage. D'accord, il implémente le multiplexage pour permettre à plusieurs processus, d'accord, de communiquer sur le même réseau et assure le démultiplexage au moyen des paramètres disponibles dans l'entrée des segments. Vous savez, lorsque plusieurs processus déjà sont implémentés, lorsque plusieurs processus, d'accord, communiquent sur le même réseau et que les messages de plusieurs processus sont segmentés afin de permettre que ces messages là puissent être réassemblés au niveau de chaque destinataire dans l'ordre, d'accord, on insère dans chaque segment au datagramme des numéros
qui vont permettre, les numéros de séquence bien évidemment, qui vont permettre de faire le réassemblage à la réception. Alors il existe deux grands modes de transport qui sont le transport en mode connecté. Le transport en mode connecté ici fait intervenir le protocole TCP. C'est un transport fiable parce que lorsque le segment est envoyé, on connaît, il y a déjà une route prédéfinie en fait que le segment doit suivre afin d'atteindre facilement le destinataire. Alors ce mode de connexion s'effectue en trois phases: phase de connexion, la phase de transport des données et la phase de déconnexion. Le protocole TCP, lui, il s'est rassuré d'effectuer un contrôle des flux. D'accord, il contrôle le flux de données et en même temps il contrôle des erreurs pendant la transmission. Et lorsqu'un paquet est reçu sur le destinataire, le protocole TCP envoie un paquet d'acquittement ou alors accusé de réception et effectue donc une retransmission au cas où il y a eu un souci de transport ou bien de transmission. Le protocole TCP garantit le séquencement. D'accord, vous savez, lorsque la route virtuelle a été créée et que les segments sont envoyés, alors le protocole TCP, lui, il garantit le séquencement. Ça veut dire il permet que si un segment est envoyé en deuxième position, qu'il puisse arriver en deuxième position. D'accord. Et il y a aussi segmentation des messages, bien évidemment. Les messages sont segmentés afin de permettre que le transport soit facilité. Alors le second mode de transport ici, c'est le mode non connecté qui fait intervenir le protocole UDP, User Datagram Protocol. Alors c'est un mode de transport non fiable. Un mode de transport non fiable, il y a envoi direct des informations. Quand on dit non fiable ici, c'est pourquoi on dit non fiable, parce que lorsque une donnée est envoyée par une machine dans un réseau, d'accord, lorsqu'il atteint le premier routeur, si pendant le transport, c'est le mode de transport non connecté qui doit être implémenté. Là je prends le cas par exemple des données multimédia. Bon, pas toutes les données multimédia, parce que pour les vidéoconférences et tout, ce n'est pas le protocole UDP qui est mis en jeu. Alors lorsque le message parvient au premier routeur, si c'est le protocole UDP qui est mis en jeu, vous allez voir les segments ou bien les datagrammes. Voilà, puisque lorsque c'est le protocole UDP, on parle des datagrammes. Les datagrammes sont donc transférés, en fait, doivent sortir du routeur de façon aléatoire. D'accord, ils empruntent juste des routes comme ça et afin de faciliter la transmission aussi. D'accord, donc ça veut dire la route empruntée par un datagram n'est pas prédéfinie à l'avance. Le plus important ici, c'est de permettre que les datagrammes puissent arriver à destination, d'accord, et être réassemblés. Ensuite, il supporte le multipoint. Quand il supporte le multipoint, ça veut dire lorsqu'il y a plusieurs multipoints, c'est lorsqu'il y a plusieurs routeurs, ou bien alors lorsqu'il y a plusieurs interconnexions. Généralement c'est comme ça que la grande partie des grands réseaux fonctionnent. Lorsqu'il y a plusieurs interconnexions dans le réseau. Quand on dit point à multipoint, c'est d'un point précis, d'accord, lorsque la donnée est mise d'un point à plusieurs points, plusieurs destinations. Donc il n'y a pas de garantie de séquencement, bien évidemment. Il n'y aura pas de garantie de séquencement étant donné que les datagrammes sont envoyés de façon, si on peut dire, aléatoire. Bon, le protocole UDP, lui, il effectue aussi un contrôle d'erreur. Alors les protocoles UDP et TCP sont les principaux protocoles qui sont implémentés au niveau de la couche transport, mais il existe de sous-protocoles qui utilisent des ports de ces protocoles là. D'accord, on peut prendre l'exemple sur au niveau du protocole UDP, le port 161. Le port, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un port? Je prends un exemple. Le port, c'est un peu comme une porte de sortie ou une porte d'entrée. D'accord, on va dire peut-être que si on prend, nous sommes dans une pièce, il y a la porte d'entrée à la cuisine par exemple. D'accord, on dit c'est le cuisinier qui va à la cuisine et on va à la cuisine pour faire à manger ou bien pour faire la cuisine. D'accord, et là c'est un service, vous voyez un peu. Et si on revient au réseau, quand on dit le port 161 qui est utilisé par le protocole SNMP, Simple Network Management Protocol, d'accord, là c'est un service ou alors un sous-service, d'accord, du protocole UDP, d'accord, qui est effectué par un autre protocole via le port 161.
Un autre port, c'est le port 60 pour le protocole TFTP, Trivial File Transfer Protocol. Il y a aussi le port 53 pour les serveurs DNS, Domain Name Server. Bon, le port, c'est le serveur DNS, lui, il est aussi implémenté au niveau du protocole TCP. Donc ce n'est pas genre, c'est uniquement le protocole UDP qui doit, en fait, c'est uniquement sur le protocole UDP que le DNS est implémenté. Alors si on prend au niveau du protocole TCP, on va avoir le port 20, le port TCP 20 et TCP 21. Les ports TCP 20 et TCP 21 sont dédiés au protocole FTP, File Transfer Protocol. File Transfer Protocol ici, c'est pour le transfert des fichiers. Le port 20 lui est utilisé pour le transfert des données et le port 21 est utilisé pour le contrôle. Le port 25 lui c'est pour le support SMTP, là c'est pour le transfert des mails, d'accord, dans le réseau. Et le port HTTP c'est pour lorsqu'on est connecté à Google par exemple. Bon, là c'est pour les transferts des liens hypertextes. Alors nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo. J'espère que vous a permis d'avoir un bref aperçu de la couche transport du modèle OSI. J'espère que vous a aidé, j'espère que vous avez aimé. Alors n'hésitez pas à partager autour de vous afin de faire profiter vos proches et les inciter à s'abonner aussi afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, prenez soin de vous.